traversée de mouvements contradictoires. Prendre quelques exemples, c'est un temps qui est contradictoire parce que, en même temps, il prône l'égalité, et ce qu'on constate, c'est que les inégalités se creusent. Des îlots de confort côtoient des océans d'empêchement. Des personnes qui se trouvent sur le bord du chemin, c'est vrai d'enfants, c'est vrai d'adultes. On ne parle pas, on parle ici avec un focus du handicap, mais il faut parler aussi de tous les groupes défavorisés, marginalisés, discriminés. Je pense aussi à nos personnes âgées. Je pense à tous les gens de peu qu'on finit par imaginer comme des gens de rien. Et c'est certainement une des tragédies de notre société. Une société qui hiérarchise les vies. C'est un temps aussi ambigu, parce qu'il parle de fragilité, il parle des fragilités humaines. La fragilité est immanente à toute vie. Nous sommes fragiles psychologiquement, intellectuellement. Tant de fragilité tissent nos vies humaines. Mais en même temps, les plus fragiles se sentent marginalisés. Ont-ils leur place dans cette société qui va vite, qui est exigeante, qui se veut compétitive, qui se veut productive? Quelle est leur place? C'est un temps qui également s'abuse, qui est tenté par la tentation de l'illimité. On voit bien les courants qui se développent. Je pense au transhumanisme, au posthumanisme, qui rêve d'un homme zéro défaut. Un homme qui ne connaîtrait plus la maladie, la vieillesse, les rides, la mort. Les transhumanistes rêvent de la mort. Temps également qui nous désempare parce qu'il se veut indépendant d'esprit, on se veut libre, les Lumières, ce courant philosophique qui a traversé l'Europe au XVIIIe, pense par toi-même, fais par toi-même, et en même temps, on se rend compte au quotidien, vous et moi, qu'on est de plus en plus assujettis à des normes souveraines, mises en scène à grand bruit. On ne se sent jamais à la norme. Au bon âge, à la bonne taille, au bon poids, à la bonne réussite, etc. Les normes s'infiltrent dans tout milieu. Le milieu éducatif n'y fait pas exception. Il faut être au bon âge, il faut être à la moyenne, faute de quoi se repose la question de la place. A-t-il vraiment sa place? A-t-il vraiment sa place? Et du coup, on en vient à se poser des questions qui nous paraissent absurdes. Où on va classer les inclassables? Caser les incasables? Il y a une sorte d'illusion de la norme dans notre monde, et notre école, je le répète, n'y fait pas exception, qui se veut raison. Mais c'est une illusion, c'est un mirage. Donc, ceux qui ne sont pas jugés conformes sont plus ou moins exclus de la photographie de famille. Dans cette société, il nous faut penser un autre horizon. Il y a là, on le voit bien, une attente de notre temps désiré qui serait enfin composé avec les fragilités humaines qui sont les nôtres et qui nous réunissent. Le seul lien natif que nous avons, c'est la fragilité. La fragilité nous réunit, la force nous divise. Et cet horizon est attendu. C'est pour cela que l'on parle abondamment de l'horizon inclusif, d'une société inclusive. Et nous confondons dans notre société, à mes yeux, égalité et égalitarisme. Tout le monde au même endroit et au même moment. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous disons. Et en fait, l'égalitarisme a une façade, c'est l'égalité, et il a un revers, c'est qu'il creuse l'inégalité. Nous naissons dans l'inégalité. Nous sommes nés quelque part, dans un pays riche ou un pays pauvre, avec un potentiel du corps ou de l'esprit, et on n'a pas choisi son destin. Ce qui appartient à une société dite humaine, c'est de faire de l'équité. C'est-à-dire de donner plus à ceux que le destin a moins gâtés. Le faisons-nous? Ou célébrons-nous d'abord les vies que nous pensons fortes, puissantes? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Dire que tout enfant a droit à l'école, c'est une chose. Mais que lui propose-t-on à l'école? Est-ce qu'on s'adapte à ses difficultés? Et c'est là que je fais une différence fondamentale
entre faire de l'inclusion et être inclusif. Le mot inclusion est un mot totalement inadapté. En ce qu'étymologiquement, il renvoie à l'idée d'enfermement, d'occlusion, de réclusion et de clôture. Le mot cloître procède de la même racine. Donc nous ne voulons pas faire de l'inclusion, c'est-à-dire mettre dedans et enfermer à l'intérieur. Ce qui est visé, ce que nous devrions viser, c'est faire une société inclusive, c'est-à-dire une société qui lutte contre toutes les formes d'exclusivité persistante. Et comme je dis tout à l'heure, de monopole ou de préséance. Le mot société à lui-même devrait suffire. Pourquoi? Parce que lui aussi, étymologiquement, le societas, ça veut dire communauté humaine. Communauté, c'est une alliance entre des compagnons, c'est-à-dire ceux qui partagent le même pain. Donc le mot société suffit à lui-même. Il suppose cette idée d'alliance humaine. Et par naissance, il n'y a pas de personne dehors. Par naissance, nous advenons dans la maison humaine. Il y a toujours cette image qui me vient à l'esprit quand je parle de cela. Ce sont deux mamans qui conversent. Et l'une d'elles, donc elles ont des enfants du même âge, qui rentrent en cours préparatoire, des petites filles. Et l'une dit, moi je suis très heureuse, ma petite fille sera scolarisée en cours préparatoire à la rentrée prochaine. Et l'autre qui a sa petite fille handicapée dit, moi j'espère qu'on l'apprendra en inclusion scolaire. Non, ces deux petites filles sont scolarisées dans une école qui est patrimoniale. C'est ça le défi de l'école. C'est de considérer que ce n'est pas une faveur. Et nombre de parents, vous le savez, vous l'entendez, disent, mais combien je dois remercier l'école d'avoir accepté mon enfant? Moi je réponds chaque fois, non madame, vous n'avez pas à remercier l'école plus que les autres. Nous avons tous à nous dire merci, mais pas vous, plus que les autres. Faute de quoi, on exagère des culpabilités. Et on considère quelquefois aussi abusivement que accepter des enfants en situation de handicap à l'école, c'est une thérapie pour les autres. Non. Donc il ne s'agit pas de penser des êtres extérieurs sous prétexte qu'ils sont nés avec une blessure du corps ou de l'esprit. Non. Ils sont dedans par naissance. Il ne s'agit pas de manière prétentieuse de dire nous les mettons en inclusion. Ils sont déjà dans la maison. C'est ce qu'il nous faut reconnaître sur le plan éthique, philosophique et anthropologique. La question n'est pas de les mettre dedans, ils y sont déjà. La question est d'aménager la maison commune, pour qu'ils puissent s'y mouvoir, y vivre, s'y réaliser et faire œuvre. La question d'une société inclusive, je réinsiste auprès de vous, que j'oppose terme à terme à une société exclusive, qui se maintient exclusive, c'est la question la plus forte de notre temps. Si nous ne traitons pas cette question, les problèmes seront de tous ordres. Ils seront humains, ils seront économiques, ils seront sociaux. Le premier, c'est l'équité. Les mesures que nous avons à mettre en œuvre dans l'école, sur le plan social, doivent viser l'équité. Et je le répète, et non pas l'égalitarisme. Ça, c'est le premier fondement. Deuxième fondement, c'est que nous ne devons pas confondre vivre et exister. Il y a des personnes qui vivent dans nos sociétés, ce serait d'ailleurs plus juste de dire qui survivent, mais qui ne se sentent plus exister, parce qu'elles n'y sont plus reconnues, elles ne comptent pour personne, elles sont coupées des réseaux sociaux, des réseaux professionnels, elles n'ont plus le sentiment d'appartenance. Vivre, c'est ce qui renvoie au biologique, c'est la réponse, on vit parce qu'on répond à nos besoins d'autoconservation. Mais exister, c'est autre chose. C'est compter pour quelqu'un et se sentir reconnu par les autres. Trop de personnes ne se sentent plus reconnues. Troisième exigence de cette société, c'est sortir de la hiérarchisation des vies, dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de vie minuscule, ni non plus de vie majuscule. Les vies ne peuvent pas se hiérarchiser, de même que les cultures, c'est ce que Lévi-Strauss avait montré en son temps. Il n'y a pas de hiérarchie.
Quatrième exigence de la société qui est à construire, c'est cette vision dont j'ai parlé plusieurs fois, qui est une vision patrimoniale. Chaque être qui vient au monde est héritier, qu'il soit en situation de handicap ou non, de ce qu'une société a de plus noble et de meilleur. J'aime beaucoup le mot patrimoine, patrimonium en latin, c'est l'héritage du père. C'est ce qui est transmis et c'est ce qui inscrit dans une histoire. Quand on ne peut pas accéder au patrimoine, l'école, les lieux d'art, de culture, les lieux citoyens, on ne se sent plus membre d'une cité. Donc retrouver le sens du patrimoine commun. Et certains en sont privés de ce patrimoine. Or, on ne le voit pas, parce que là aussi, on ne sait pas les écouter. Et autre exigence, c'est donner droit de cité à la diversité des silhouettes humaines. Quand Guilhem parlait des allures de la vie prend des allures diverses, mais ces silhouettes ont toute place dans la cité, chacune à sa mesure. Non pas à la norme, mais chacune à sa mesure. Chacune à sa mesure. Et ça, c'est une des idées essentielles du temps qui vient aussi. À l'école, nous n'arrivent pas des catégories, des sourds, des aveugles, des autistes. Ça, c'est très déshumanisant. Nous arrivent des visages d'enfants. Quel dispositif je vais proposer à ce visage d'enfant? On a trop agi par catégorie, parce que notre culture est une culture très médicaliste. On se dit, cet enfant est atteint d'une trisomie 21, voilà son destin. Cet enfant est atteint d'un autisme, voilà son destin. À partir de la catégorie médicale, le défi des dispositifs de l'école inclusive, c'est de sortir de la catégorisation. Les visages humains étant infiniment divers, infiniment nuancés, il nous faut proposer des solutions qui le sont tout autant. Avec, comme je dis, le sentiment d'appartenance et en même temps la diversification. Je pense aux Ulysses. Bon, on peut se réjouir de ces unités localisées parce que des enfants ont davantage besoin d'être encadrés, d'être accompagnés de manière plus individuelle. Moi, je ne suis pas hostile à ça. Je ne suis pas hostile à la diversité des parcours parce que je considère la diversité des visages, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et évidemment, je me réjouis de dispositifs qui font le lien entre l'école et le secteur médico-social. Et je pense, j'ai noté les chiffres là aussi, je pense notamment aux unités d'enseignement externalisées, ce qu'on appelle les UE. Alors, il y a des unités d'enseignement externalisées, certaines autisme maternel, d'autres autisme élémentaire. Tout ça, ça fait partie de la diversification. Il nous faut diversifier l'offre, faute de quoi on tombe dans quelque chose de monolithique. La difficulté de certaines structures, dispositifs, institutions, c'est qu'ils se sont repliés sur eux-mêmes, la vie n'y pénètre plus. Quand nous parlons d'enfants en situation de handicap, n'oublions pas là aussi que c'est une infinité de situations, toutes diverses, toutes différentes. Alors nous avons coutume de résumer cela, c'est-à-dire cet enfant est en situation de handicap, mais là, de quoi parle-t-on? De quelle situation parle-t-on? Donc, les situations sont diverses, l'offre doit l'être aussi. La question de l'école inclusive, c'est une ambition, mais elle doit être assortie immédiatement de moyens. Alors, il y a certainement une variété de moyens, je m'en tiendrai à quelques-uns. Le premier moyen, c'est de prendre en compte la réalité que vivent les enseignants. Et donc, de mettre en œuvre une formation à la hauteur du défi. Beaucoup d'enseignants sont en difficulté en termes de gestes professionnels. Aujourd'hui, sur le plan des méthodes, sur le plan de l'évaluation. Difficulté aussi en termes de travail en coopération et en réseau. Partenariat avec le secteur médico-social, avec les familles. Ils sont là en difficulté par manque de formation. Et aussi en termes de souffrance professionnelle. Souffrance professionnelle, angoisse, peur de mal faire, peur de nuire parfois, et sentiment de solitude, et quelquefois peu de reconnaissance de la part des collègues. Donc, premier moyen, le plus essentiel, le plus fondamental qui soit, c'est la formation. Et lorsque le modèle italien s'est mis en place,
dans les années 75 à peu près, eh bien, on a joué également sur les effectifs de classe. Il est évident qu'une classe pléthorique, trop nombreuse, met l'enseignant dans une situation excessivement difficile et quelquefois de culpabilité permanente. Parce que s'il s'occupe de cet enfant, de ces quelques enfants en situation de handicap, il a l'impression qu'il abandonne les autres. Et quand il s'occupe des autres, il est coupable de ne pas suffisamment l'accompagner. Vous voyez, il y a une tension impossible. Troisième moyen, c'est la question de l'accompagnement. En Italie, c'est le même modèle. Il y a l'enseignant, ou les enseignants, parce qu'il y a quelquefois une pluralité d'enseignants dès le primaire, vous voyez, 3/3 par exemple, et également un accompagnant à l'autonomie de l'enfant. Mais il nous faut penser que ces accompagnants, ce qu'on appelle doivent être formés, et non pas dans des situations de turnover permanent ou de grande fragilité pour des enfants qui ont besoin de stabilité. Vous voyez, jouer sur la formation des enseignants, jouer sur les effectifs, jouer sur l'accompagnement, et autre moyen, solidariser. On a parlé d'une solidarité d'ensemble. C'est-à-dire que chacun se mette en chemin vers cet horizon. Et que ce ne soit pas un chemin solitaire pour certains, faute de quoi il y a ces phénomènes de lassitude et de découragement. Nous parlons d'une école inclusive, et jusqu'à présent, nous ne formons que les enseignants spécialisés. C'est toute la chaîne qui doit être formée. Si nous disons l'école est inclusive, qu'il y ait des personnes spécialisées dans un type de difficulté, c'est très bien. Pourquoi pas? Mais les autres doivent être formés également. Faute de quoi, ils auront toujours tendance à penser, les spécialisés, c'est leur affaire et c'est pas la nôtre. Vous voyez, on en vient à cela dans notre culture. On se dit, les enfants handicapés, c'est le secteur médico-social, et quand ils sont chez nous, il y a des spécialisés. Et que se passe-t-il? Chaque école court après les palmarès. Être premier dans les palmarès, les meilleurs résultats, la meilleure image de marque, avec une dérive. Certains établissements seraient voués à accueillir les fragilités en disant c'est plutôt normal que ce soit eux qui le fassent. Donc nous sommes tous d'accord pour accueillir la diversité à condition que ce soit chez les autres. Le mouvement inclusif à l'école, c'est un cheminement commun. Ce n'est pas de l'un contre l'autre, ce n'est pas de l'un au détriment de l'autre, c'est un mouvement d'ensemble. Et évidemment que d'aucuns diront c'est une utopie. Mais notre temps a besoin d'utopie. Un temps qui n'a pas d'horizon, qui n'a pas d'utopie, risque la déshumanisation. Beaucoup d'exclusivité persistent. On les nie, on fait semblant de ne pas les voir, ces exclusivités doivent être combattues, élevées. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait des établissements qui aient l'exclusivité de public dit confortable, bien à la norme, pendant que d'autres ouvrent leurs portes. Non, c'est un mouvement d'ensemble. Aucune enquête, à ma connaissance, n'a jamais prouvé qu'un enfant ou plusieurs enfants en situation de handicap dans une classe ait tiré la classe vers le bas. Aucune enquête ne le montre. Et notre histoire est riche d'exemples. Toutes les innovations pédagogiques sont nées de l'inconfort. Vous connaissez bien dans l'enseignement catholique Maria Montessori, qui a développé une méthode, parmi d'autres, à partir des enfants pauvres et déshérités d'un quartier de Rome, en se basant sur les travaux de Jean-Marc Itard. C'est l'inconfort qui nous amène à innover. Donc l'inconfort ne nous tire pas vers le bas, il nous tire vers le haut.